Les fighters, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cet nouvel épisode de Fight Talk avec Volkan, No Time, Özdemir. Tu connais? Volkan, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, ça fait plaisir. Merci de m'accueillir. Donc Volkan, on va commencer directement dans le vif du sujet. Alors Volkan, comment t'étais toi en étant petit, en étant enfant? Est-ce que tu avais un caractère assez turbulent dans les bagarres ou tu étais plutôt un enfant calme, loin de tout ça quoi? Alors, actif dans le sens, j'aimais bouger, j'aimais faire le fou. Donc c'est clair que ma mère, elle a vu en fait que j'avais cette, pas passion, mais inclinaison un petit peu pour voilà, la bagarre et un petit peu être plus nerveux. Donc elle m'a amené au karaté pour justement m'aider à me canaliser, etc. J'en ai fait un petit peu, mais je suis vite passé au foot, que j'ai fait encore pendant 3 ans ou je ne sais plus combien de temps exactement, avant de revenir un peu plus tard dans le karaté quand j'avais 14 ans. Et à ce moment-là, j'ai fait justement plusieurs sports de combat ou d'arts martiaux jusqu'à vraiment trouver ce que j'aimais. Mais c'est vrai que depuis mes débuts, c'était plutôt justement pour m'aider à me canaliser que ma mère m'a fait commencer les arts martiaux. Ok, du coup, avant de te lancer dans le MMA amateur, est-ce que tu as fait des compètes ou des combats dans des autres disciplines? J'ai commencé, donc j'ai fait plusieurs sports différents, mais à un moment où je faisais du Kenpo, en fait on a fait pas mal de compétitions de grappling, parce qu'on faisait dans un style free fight de l'époque. À l'époque, c'était encore, il n'y a rien qui était développé comme actuellement, il n'y avait pas vraiment de compète. On a fait des compétitions de grappling, des compétitions de sambo, de combat sambo. J'ai fait des différentes compétitions jusqu'à ce que j'ai fait mes premiers combats amateurs en règle MMA, c'était du Shooto. Et là, c'était sans frappe au sol, c'était en Hollande. Et puis, c'était vraiment un peu le circuit amateur qui a été un peu différent dans plusieurs sports aussi différents. Et vraiment où je pouvais trouver de quoi faire. Et ça s'est déroulé comment ton premier combat au shoot? Le premier combat au Shooto, j'étais déjà en train de m'entraîner à l'époque en Hollande. J'ai fait un premier camp en Hollande où j'ai découvert Alistair Overeem, qui m'avait bien apprécié à l'époque. Il avait vu que j'avais quelque chose en moi. Il m'a proposé de revenir, il m'a demandé en fait pourquoi je ne combattais pas. Et je lui ai simplement dit en fait j'ai jamais vraiment eu l'opportunité, personne ne m'a vraiment mis en avant et puis montré un peu le chemin. Il a dit écoute, tu reviens une fois en Hollande, je m'occupe de toi et puis on va te trouver un combat. J'ai fait ça, puis 6 semaines plus tard, je suis retourné en Hollande, j'ai pu habiter dans sa maison, faire les voyages avec lui en voiture, les trajets en voiture, aux entraînements le matin, l'après-midi. J'ai vraiment vécu comme lui pendant 6 semaines de nouveau, et jusqu'à faire un premier combat amateur, et j'ai gagné ce combat par KO, high kick, premier round, et là c'était un petit peu quand le coup est passé et que l'adversaire est tombé. Ça a été une révélation. En fait, le public qui se lève et puis c'était un incroyable feeling et tout le monde qui était content. Et franchement, c'est ce qui m'a donné vraiment le feu, quoi. Ça m'a donné vraiment envie de continuer de ça et de le faire vraiment passionnément. Donc à partir de ce moment-là, tu t'es dit il y a quelque chose à faire dans le MMA et pourquoi pas en faire mon métier quoi. En fait, j'ai continué pour victoire après victoire à faire ce que j'ai à faire sans vraiment prendre ça au sérieux ou bien y voir quelque chose de grandiose, quelque chose dans lequel accomplir quelque chose. C'est qu'au bout de, je pense, mon 3e ou 4e combat pro, que là je me suis dit, mais attends, mais là, il y a quand même beaucoup de temps qui est investi là-dedans, les résultats ils sont quand même positifs. En fait, il faut que je fasse ça vraiment sérieusement, en fait. Parce qu'en fait, pour finir, je me laissais aller au gré. Mais en fait, les victoires se suivaient et je n'avais pas forcément besoin de me poser 1000 questions. Mais après, au bout d'un moment, il fallait quand même, le niveau augmente, les choses, on parle de moi différemment. Il commence à y avoir un petit peu de médiatisation. Et puis en fait, c'est là qu'il faut faire les choses, peut-être voir les choses comme elles deviennent en fait, et se dire qu'en fait, on fait quelque chose de sérieux là. On voit qu'après plusieurs combats en professionnel, plusieurs victoires d'affilée, tu rejoins le Bellator. Qu'est-ce que ça t'a fait de atteindre cette organisation qui était l'une des plus grandes de l'époque et qui l'est encore actuellement? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'était à l'époque où l'UFC il n'était pas encore autant génial dans la tête de tout le monde que c'est actuellement. Le Bellator c'était aussi pas mal grand, donc il y avait l'UFC ou le Bellator, et là la première opportunité, en fait c'était le Bellator, donc c'était génial pour moi. Donc c'était tout de suite vraiment, j'ai dit oui.
quelque chose de grand à faire. Je suis parti au Brésil m'entraîner. On a fait le premier grand entraînement. Pour le premier combat, ça s'est vraiment très très bien passé. J'ai eu une très belle victoire et puis franchement, j'étais vraiment content de commencer mon aventure américaine de cette manière-là. Et on voit qu'après plusieurs victoires d'affilée, comme j'ai dit auparavant, boum, après le 10e combat, bah, on voit qu'il y a la défaite qui arrive. Au Bellator justement. Ouais. Comment tu l'as ressenti et comment tu as fait pour rebondir après une défaite, après autant de victoires d'affilée? J'étais 10-0 il me semble, ou comme ça. C'est ça. J'affrontais un lutteur. Il était division 2, champion division 2, NCAA. Mais division 2 en fait c'est comme Ligue B, enfin on va dire Ligue A, Ligue B, tu vois. Pour la lutte au collège. Donc c'est pas la plus forte des divisions, mais bon, ça veut pas dire que t'es pourri, hein, c'est quand même Il y a du niveau. Je pense le plus fort de Ligue B, ça peut être quand même le top 3, en tout cas de Ligue 1 ou 4, c'est possiblement. Hein. Mais c'était quand même un bon niveau pour moi qui viens d'un endroit aussi où on n'avait pas beaucoup de lutte, surtout à l'époque. Hein. La lutte, elle s'est vraiment améliorée avec les années. Mais ça a été ma première rencontre avec le style américain, collège. Et ça a été l'enfer. Il m'a ceinturé tout le long, il voulait pas se battre. Enfin, il voulait pas se battre. C'est sa façon de se battre, tu vois. Ouais. Mais ouais, il a refusé mon combat, il m'a amené où. Voilà, et puis ça, c'était vraiment la hesse. Et puis, ouais, j'ai perdu comme ça. Mais bon, bref, c'est pas comme si tu as perdu, tu sais. T'as pas perdu à la bagarre. C'est tellement énervant parce que t'as juste, voilà, t'as pas pu t'exprimer, quoi. Donc j'étais revenu ici, le lundi j'étais déjà à la salle, il fallait que je m'entraîne, etc. J'ai toujours cette mentalité où c'était pas grave, il fallait maintenant faire les choses, corriger ce qu'il y avait à corriger, comprendre qu'est-ce qui n'a pas été et faire en sorte que ça se reproduise plus. En fait, de trouver le pourquoi du comment, le pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi j'ai dû en arriver là, pourquoi ça s'est pas fini plus tôt grâce à n'importe quelle chose que j'aurais dû faire. Et en fait, c'est cette mentalité en fait qui me permet aussi d'avancer généralement. Ensuite, après le Bellator, bah, on voit que tu rejoins l'UFC avec une première victoire, il me semble, c'était contre Saint-Preux, c'est ça? Ouais. Comment ça s'est passé, le ressenti comparé au Bellator, comparé à ce que tu as pu vivre avant? Ouais, donc entre le Bellator déjà et l'UFC, il s'est passé quand même quelques années. Ouais. C'était pas plein de choses dans ma vie qui sont arrivées. C'était un petit peu. J'ai eu un coup de mou, j'en avais marre de ce sport où les choses en fait elles étaient difficiles parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Bien sûr. À l'époque, il fallait travailler quand même, il fallait gagner sa vie. Au bout d'un moment, il y a les factures qui arrivent, il y a les problèmes, il y a les trucs, ça s'accumule. Au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Puis tu te dis aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse un travail comme tout le monde? Et je suis arrivé à cet endroit, à ce point où j'ai en fait arrêté un moment de m'entraîner pour travailler, jusqu'à ce que quelqu'un me dise, viens, on va vite aux États-Unis faire un petit essai là, avant de vraiment lâcher, juste temps de voir dans un club là. En fait, le club, ils m'ont vraiment apprécié. C'est un club qui m'a aussi proposé de rester dans une fighter house où il y avait des combattants et puis s'occuper de l'entraînement, c'était parfait. C'est ce qui m'a permis d'aller à l'UFC. Donc en fait, c'est vraiment le fait que j'arrive à l'UFC quand j'ai eu la petite pente vers le bas et l'arrivée à l'UFC, c'est vraiment comme si je suis remonté depuis tout en bas. Donc l'arrivée à l'UFC pour moi, elle était grandiose, c'était vraiment incroyable parce que c'était finalement là. Et puis j'étais vraiment fier de représenter la Suisse dans les plus hautes marches du podium. Bien sûr. Parce que l'UFC, à mon premier combat, la plupart des gens ils commencent préliminaires, contre des no-name, contre des. Tu vois. Moi j'ai commencé contre l'ancien prétendant au titre, contre John Jones, il était 6e du classement et je suis arrivé en main card directement contre le 6e du classement. Donc c'était vraiment tous les yeux rivés sur moi, c'est qui ce gars, qu'est-ce qu'il fait là, tu vois, un peu comme ça. Et je suis arrivé, puis justement il a fallu que je prenne ma place et puis c'est comme ça que je suis arrivé, vraiment directement dans le tas, dans le haut du panier et puis à faire le hold-up, quoi. Et après ce combat, tu enchaînes les résultats positifs jusqu'à en arriver pour combattre pour le titre contre Daniel Cormier. Ouais. Ton avis par rapport à ce combat? Que j'ai perdu. Hein. Est-ce que c'était dû… Écoute, c'était une opportunité qui arrivait tellement rapidement. Cormier, après ce combat-là, lui, il a eu sa meilleure année. Il a fait double champ. Le premier à faire 2 catégories de poids différents en même temps.
Donc 2 ceintures simultanées. Et après, il a tout détruit jusqu'à ce qu'après, il y a eu le tout dernier avec Stipe et puis il a pris sa retraite. Mais c'était son meilleur niveau. Il était ouf, c'était incroyable, c'était un très bon combat. Ma foi, je pense que l'expérience a pris le dessus. Moi, j'étais peut-être un petit peu trop jeune. Je suis vraiment arrivé aussi avec tu vois, le concept No Time. Tu vois, j'arrive, ça faisait moins d'un an après mon premier combat à l'UFC. Ça faisait 11 mois et quelques jours, je ne sais plus exactement combien de jours. Mais ça faisait moins de 12 mois que j'ai fait mon premier combat à l'UFC et que tout d'un coup je combattais pour le titre. Et c'était donc jamais fait, c'était incroyable. Et je voulais vraiment écrire l'histoire. Malheureusement, ça ne s'est pas déroulé comme je l'espérais. Mais non, c'était une très bonne expérience. Ça m'a permis aussi d'acquérir un savoir et puis une connaissance du haut niveau et puis plein de choses qui se passent tout autour. Donc franchement, ouais, c'était génial. Tu penses que si tu avais eu ce combat un peu plus tard avec un peu plus de maturité, tu aurais pu quand même mieux gérer ce combat? Bah, j'avais aussi ce combat où j'avais une de mes plus grosses blessures qui arrivait, qui est toujours une blessure qui m'embête. Mais là, elle venait d'arriver, qui a aussi un petit peu impacté la décision. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est trop facile de parler par la suite. De toute manière, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, tu vois. C'est ça. Tu peux dire ce que tu veux de toute manière. Après, ouais, évidemment, une meilleure préparation, plus d'expérience, ça aide de toute manière. Ouais. Ouais. Et tu as fait de grosses guerres, comme par exemple contre Rakic, Ilir Latifi, Prochaska, même contre Walker. Quel est le combat aussi contre Cormier, comme on l'a cité auparavant? Quel est le combat qui t'a on va dire, le plus marqué jusqu'à maintenant à ton esprit? Ce ne serait pas à l'UFC, ce serait mon deuxième combat pro à Neuchâtel. C'était le Lyon FC, Nelson qui organisait. Et c'était Boubacar Baldé. Il était agressif. C'est un mec qui mettait des KO à ses combats. Il venait pour se battre, tu sais, vraiment. Et il est venu pour se battre. Moi aussi, ça tombait bien. Sauf que ce mec, il n'arrêtait pas d'avancer, de mettre non-stop. Et il y a eu ce truc où je me suis cassé le nez durant le combat. Okay. Et mon nez faisait que de saigner. Et en fait, à chaque fois, des fois, on arrêtait le combat pour me nettoyer le nez. Ouais. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait des pauses, parce qu'il y avait du sol, il y avait des machins, des petits moments de pause, il me mettait vite dans le corner pour que l'arbitre mette le truc, il nettoie avec le chiffon et on recommence. Mais à chaque fois qu'on recommençait, le mec, il partait en avant sans réfléchir. Et il n'y avait pas de temps de pause. Et lui, je me dis, le mec, il est fou, c'est comme un train, tu vois. Il ne s'est jamais arrêté, en fait. Et en fait, depuis ce combat-là, c'est où je me suis dit, c'était un de mes combats les plus durs que j'ai ressenti. Parce qu'après, il n'y a pas le niveau que j'ai maintenant. J'étais plus nul à l'époque. Il n'y a pas tout ce genre de choses. Mais c'est depuis ce combat-là que je me suis dit, en fait, il faut que je fasse pareil. Et depuis, en fait, je combats aussi vraiment que sur l'avant. Moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup de pression. Et franchement, à dire, j'ai appris ça durant ce fight-là. C'est ce que j'ai appris durant ce fight-là. Ça m'a enseigné quelque chose dès les prochains entraînements. Je me suis dit, attends, je vais faire de cette manière-là les sparring, etc. Et je pense que c'est un des fights qui m'a plus apporté parce que c'est celui qui est plus proche de mon style actuel aussi. Et parlons actuellement de ton dernier combat à l'UFC Macao en Chine. On a vu que tu t'es très bien combattu et en face, c'était très solide aussi. Comment tu as ressenti ce combat, le niveau en face? Est-ce que ces victoires d'affilée, justement, elles sont justifiées? Ou est-ce que pour toi, il y avait quand même quelque chose à faire? Ouais, alors évidemment, les victoires d'affilée, elles sont justifiées. On a pu le voir, il m'a battu, quoi. Au point, unanime. Ouais. Disons, durant le fight, mon coach de Suède, il m'a dit entre le deuxième et le troisième round, on est 2 rounds devant. Et quand il m'a dit ça, je me dis, bon, pas autant sûr que ça, vite fait dans ma tête, hein. Pas autant sûr que ça, mais en tout cas devant, je devrais l'être. Parce que, en tout cas, premier round pour moi, deuxième peut-être, et voilà, il y avait le troisième round à donner. C'est pour ça qu'à la fin, mais quand j'ai entendu que 3 arbitres, tu vois, et pas 3 arbitres, 2 arbitres. Mais quand j'ai dit le premier arbitre qui a donné 3 rounds à la même personne, ils disent pas laquelle personne. Mais là, je me dis, ouais, mais là, c'est n'importe quoi. Ça, j'ai compris que ça allait partir en couille. J'ai déjà eu la même expérience avec Reyes.
Reyes, il était aussi 10 victoires d'affilée, invaincu. 10-0 à l'UFC aussi, étoile montante. Et je sais qu'ils avaient aussi fait ce truc, c'était un combat serré, split décision. Et puis là, je me suis dit, ça y est, ils vont refaire le même cirque là. Après, c'est ça aussi, c'est beaucoup de hype, ces trucs. Mais ce que je crois que j'ai aussi un peu compris, bon, le problème, c'est que j'ai pas fait assez. On parle de ça parce que je l'ai pas mis KO, il n'y a pas d'autre débat. Mais c'est qu'en fait, je pense que les juges, ils aiment quand ça finit fort. Ouais. Et puis, je pense qu'il a eu plus de tenue et de, comment on appelle, de tenue de behavior, de caractère, Ouais, de comportement. Comme ça. Et moi, à la fin, par exemple, je suis venu aussi devant les juges. Ils m'ont nettoyé. Je suis resté pendant longtemps. Lui, il tournait autour de la cage. Je pense des petits trucs comme ça aussi, ça a joué sur le truc. Mais il bougeait très bien, il était fort. J'ai fait son jeu, en fait. Ouais. C'est ça le problème, c'est que lui s'est préparé pour moi. Ouais. Et moi, j'ai combattu mon combat, quoi. Ouais. Et est-ce qu'actuellement, tu as un combattant dans le viseur? Un prochain combat que tu aimerais faire par la suite? Pour l'instant, j'ai personne en vue. Il n'y a personne qui m'intéresse forcément tout de suite. Là, je vais attendre de voir un petit peu ce qui se déroule avec les prochains combats, les combats importants. Et là, je pense que je vais voir entre les mecs qui auront les victoires et les défaites, les buzz qui vont arriver. Parce que là, il y a Jamalil qui commence à mal parler à Pereira. Là. Avec les buzz qui vont arriver, il y a peut-être un truc cool qui va se passer. Et puis, on va essayer de sauter dans le tas, quoi, bien sûr. On sait qu'actuellement, tu t'entraînes en Suède, à Stockholm, à la All-Star Academy, c'est ça? Donc ça, ouais. Avec Andreas, alias General. The General, ouais. Yeah, The General. Donc, comment ça se passe et depuis combien de temps tu as décidé de t'installer là-bas et pourquoi? Écoute, ça se passe très bien. Il me fallait un peu plus de personnes de haut niveau dans la salle. Moi, c'était après Ankalaev que je me dis au bout d'un moment, il faut quand même que je m'entraîne correctement. Ouais. Avec des gens de haut niveau, une salle aussi c'est dédiée à l'entraînement pro. Et je voulais partir soit en France, soit en Suède. Ouais. Mais juste avant, pendant le combat contre Ankalaev, on a justement rencontré Ramzat, qui combattait Li Jianli, le chinois. Ouais, celui qui... Donc, et celui qui l'a porté devant Dana White, il l'a étranglé devant tout le monde là. Et c'était juste avant ça, toute la semaine, on était un peu proches avec eux. Ils nous ont proposé plusieurs fois de passer à la salle, si on avait besoin, etc. Puis moi, je voulais soit aller au MMA Factory, essayer, soit en Suède, essayer. Mais comme c'était les derniers qui en parlaient, et puis moi j'avais téléphoné à Fernand, il n'avait pas trop répondu. Il y avait de toute façon Cyril qui combattait pour le titre, son premier titre intérim, qu'il a gagné contre Black Beast. Ils étaient occupés, il y avait Cyril, je me suis dit bon vas-y, je vais là-bas. Et franchement j'étais une seule fois, j'ai vraiment kiffé l'ambiance, j'ai kiffé le truc, je me suis dit c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller essayer ailleurs. J'ai fait deux autres essais, j'ai ramené ma femme aussi si elle aimait bien. Elle a aussi aimé la ville, hein, évidemment, pas l'entraînement. Et franchement on s'est dit c'est bon, on saute le pas, quoi. Donc parmi tous les camps que tu as pu faire, pendant toutes ces années, tu as pu rencontrer pas mal de bons combattants, des bêtes, comme tu l'as cité auparavant, Chimaev, Gustafsson, il y a eu même Overeem. Ouais. Quel était le combattant qui t'a le plus impressionné de par sa technique et aussi sa force brute, on va dire? Franchement, Chimaev, c'est quand même le plus impressionnant, vraiment. Anthony Johnson, pour ceux qui se rappellent, AJ. Il était incroyablement fort, mais il est très bourrin et il a juste une force incroyable. Il met des KO du futur. Mais Chimaev, il a une technicité et une rapidité et une fin qui fait que il y a un autre niveau, tu sais, dans le sens où tu dis ah ouais, c'est quand même autre chose. Et c'est le genre, mais par contre, c'est le genre de mec qui est à 100% à chaque entraînement, tu vois. Chaque sparring, c'est pas lui qui perd. Tu vois, il n'y a pas de perdre dans son vocabulaire en fait. C'est pas possible. Il se laisse pas faire, quoi, tu vois. Et puis c'est ce qui fait qu'en fait c'est spécial aussi, de le voir. Et là, parlons un peu de Volkan, en dehors des entraînements, en dehors de la cage, en dehors des tatamis. On a vu que tu t'es marié récemment. Donc déjà, félicitations. Merci beaucoup. Ouais.
Et comment ça se passe depuis le mariage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé à ta manière de penser, à ta mentalité, ou c'est toujours la même chose pour toi, tu as les mêmes objectifs et tu vas de l'avant, quoi? Dans les objectifs, ils restent les mêmes, ça c'est sûr. Mhm. C'est clair et c'est ce qui guide un petit peu ma vie actuellement. Mais bien sûr, maintenant, on a aussi un goal commun, donc avec les familles, fonder une famille et puis, bien sûr s'installer et puis vivre une vie aussi épanouie. Bien sûr. Donc bien sûr, c'est la même chose, mais évidemment, maintenant on est une équipe. Et Ouais. puis c'est ce qui fait, bon, on a toujours été une équipe parce qu'il y a toujours les gens, c'est un sport seul en étant vraiment très bien entouré. Donc on est vraiment entouré de personnes de haute valeur, franchement, des gens très, très bien qui sont autour de moi. Et je les remercie d'ailleurs. Mais là maintenant, c'est vrai que ça fait, maintenant c'est une famille qui va vers l'avant. Et est-ce qu'en dehors des sports de combat, tu as des hobbies, des activités que tu aimes faire en dehors de manière assez régulière, on va dire? Comme par exemple regarder des films, geeker ou peu importe. Ouais, alors je suis plus casanier dans le sens, je sors plus vraiment. Si je sors maintenant, c'est les restaurants. Ça, bon, alors, j'adore aller bien manger, un groupe d'amis, et puis on est tous tous à table, en train de manger des vrais bons plats, tu vois, la table bien remplie, tu vois. Ça c'est parfait, pour moi c'est mes meilleures soirées. Même samedi soir, il y a aussi les restaurants, tu vois, où ils font moitié nightclub, tu vois. Ça c'est parfait, pour moi c'est mon nightclub, tu vois. Ouais. Où il y a là juste un peu de musique à table jusqu'à 11h du soir, et puis c'est bon. Moi j'ai pas besoin de faire le ouf après. Sinon, jeux vidéo, moi je suis Call of Duty direct. Hein. À fond. En plus, il y a le nouveau jeu qui est Headshot, sorti. headshot. Et puis mon chien, j'adore les chiens, donc j'ai beaucoup de, comment on appelle, de temps et puis de trucs vraiment dédiés à lui et dédiés à ça. Mhm. Et puis ouais. Ok, et puis finalement, si tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui te soutiennent Ouais. et qui rêveraient d'accomplir ce que tu as pu accomplir dans le monde du MMA, Mhm. que ce soit des personnes qui vivent en Suisse ou même ailleurs, voilà, je te laisse l'opportunité devant la caméra, tu peux le faire. Merci à tout le monde, merci à tout le monde qui me suit ou qui me regarde, mais juste pour dire pour les gens, c'est qu'en fait, il faut faire vraiment ce qu'on aime, trouver un endroit, trouver un domaine dans lequel on se sent à l'aise et puis qu'on est bien et puis qu'on a envie de passer du temps, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on devient bien. La résultante, c'est l'argent, mais franchement, c'est qu'une partie du... On va dire, c'est quand on a le mérite de notre travail, il ne faut juste pas compter son temps et puis son investissement, parce qu'une fois qu'on fait ça, les choses avec le cœur, franchement, le résultat, il arrive par la suite. Voilà, bon, on s'arrête sur ça. Volkan, no time, Özdemir, merci beaucoup. Merci à C'était toi. un grand plaisir. Merci à J'allais oublier, n'hésitez pas à vous abonner les fighters, c'est très important. Aimez, commentez, partagez juste ici en dessous. Vous pouvez retrouver nos Instagram, TikTok et Twitter juste là. Et puis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Os!